Alors, la Petite Patrie. La Petite Patrie telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est un beau quartier, comme je pourrais dire, j'ai tout le temps dit que c'était le plateau numéro 2, le plateau l'autre bord de la voie ferrée. Ben en fait, j'ai pas tort parce qu'à l'époque, avant même que ce soit le quartier qu'on connaît aujourd'hui, avant même que ce soit la paroisse Saint-Édouard, la Petite Patrie, c'était le Coteau Saint-Louis. C'était le village Coteau Saint-Louis, le même qu'on a parlé dans une capsule du plateau Mont-Royal. En fait, la Petite Patrie, c'était l'extension de ce territoire-là qui, à l'arrivée du chemin de fer en 1886, a fait la séparation du territoire et a fait en sorte que c'est devenu le paroisse Saint-Édouard, qui par la suite deviendra la Petite Patrie. Bref, ça a l'air mélangeant, mais c'est très simple. Donc, à ce moment-là, au nord de la rue des Carrières, la voie ferrée s'installe. Même bien avant, il y avait déjà des carrières qui avaient commencé, notamment la plus connue, la carrière Martineau. La carrière Martineau qui est entre la rue Marquette, Garnier, Beaubien et de la rue des Carrières. Donc, c'était comme vraiment gros. C'était un immense trou. Ce qu'on connaît aujourd'hui comme la rue Rosemont qui passe maintenant proche du parc Père Marquette, qui est aujourd'hui l'ancienne carrière, ben en fait, la rue Rosemont, elle terminait là, puis elle reprenait l'autre bord. C'est vraiment un immense cratère. Ces pierres ont servi à faire la basilique Notre-Dame, l'église Saint-Édouard et plein d'autres beaux bâtiments aux alentours. À son apogée, il y avait peut-être 150 ouvriers, puis elle a fermé en même temps que toutes les autres carrières du secteur parce qu'aux alentours des années 30, quand le quartier était vraiment rendu densément peuplé, ça devenait dangereux, il y avait des enfants qui tombaient là-dedans, des noyades, bref aussi la veine de calcaire était pas mal semi-épuisée, puis d'autres carrières ouvraient plus au nord. Donc en gros, c'est pas mal le même sort qui est réservé à toutes les carrières de l'époque. On les remplit de vidange, on en fait des potoirs, le temps que le sol se tape un petit peu, puis après ça, on en fait des parcs. Donc, le parc Père Marquette, c'était la carrière Martineau. Ensuite, le parc Laurier, le parc Rosemont, le parc Pélican, tout ça, le même sort. C'est un peu l'histoire du début du quartier de la Petite Patrie, parce qu'au début, ça se situe surtout dans cet axe-là. L'axe de la rue des Carrières, Fleurimont, qui est le nom qu'on donnait au boulevard Rosemont à l'époque. Pourquoi vraiment là, au-delà des carrières? C'est surtout que la voie ferrée va amener des industries, puis un véritable petit parc industriel va se faire aujourd'hui à l'équivalent de la rue Saint-Denis et puis Rosemont. Il y a encore, c'est là où aujourd'hui il y a les ateliers de la STCUM, mais à l'époque, quand le tramway arrive, donc le tramway arrive très tôt, vers 1892, tout de suite le quartier est traversé par le tramway électrique, véritable prouesse, c'est l'équivalent de notre REM aujourd'hui. À l'époque, le tramway électrique, il continue jusqu'à Sault-Récollet. Après, le quartier Petite Patrie, à l'époque, qui était déjà pas urbanisé, on filait dans les champs et la forêt. Donc, le tramway amène évidemment l'urbanisation rapide, mais aussi le tramway amène les ateliers du tramway, parce que tout ça, ça a besoin d'ateliers de réparation. C'est comme des mini shoppingus pour tramway. Puis eux, ils s'installent aujourd'hui où il y a les ateliers de la STCUM. Donc, ça amène beaucoup d'activités, beaucoup d'opportunités d'emploi pour des gens qui ne sont pas qualifiés vraiment, pour des journaliers. Donc, ça attire des ouvriers, ça attire des gens du bas de la ville qui s'installent dans la campagne, parce que n'oublions pas qu'à l'époque, la Petite Patrie, à ses débuts, c'était la campagne. C'était parsemé de champs et de quelques carrières. Donc, l'arrivée de la Montreal Street Railway, qui est l'ancêtre de la STCUM. Leurs gros ateliers, ça attire beaucoup de monde. Il y a des usines qui se développent aussi dans ce quartier-là. Il y a la célèbre bière Frontenac. Leur usine était juste à côté. Plusieurs autres petites industries qui se parsèment tout le long de la voie ferrée. Ça va être pas mal les premières jobs du coin, qui fait qu'au tournant des années 1910, la plupart du quartier, c'est plus des agricoles, vraiment, c'est plus des paysans, c'est vraiment rendu des ouvriers qui travaillent le long de la voie ferrée dans le petit quartier industriel. Aujourd'hui encore, c'est pas mal encore un petit peu industriel, mais allez-y faire un tour rapidement parce qu'avec la nouvelle cour de garage, la STCUM, qui vont faire sous les allures d'un parc, ça va vraiment changer. Donc ça, c'est pas mal la partie du début, dans le temps que c'était encore pas mal la campagne. Ça a commencé avec l'axe de la rue des Carrières. OK, donc,
on peut dire qu'au tournant des années 1900, le quartier Petite-Patrie aujourd'hui, qui dans le fond à l'époque est encore... En fait, à l'époque, ça l'a déjà changé. Ça s'appelle la paroisse Saint-Édouard. C'est déjà annexé à Montréal. En fait, ça s'est fait presque automatiquement, quelques années plus tard. Donc, le territoire se développe au nord de la rue Rosemont, très résidentiel. En fait, ça devient une genre de banlieue accessible pour les ouvriers. Les gens sont attirés parce que les terrains sont pas chers. Il y a beaucoup d'emplois aux alentours. Puis, l'effet d'isolement d'être loin du centre est un peu dissipé parce qu'il y a le tramway. Puis ça change vraiment la vie de tous les gens, comme dans les autres quartiers. Et puis, ça fait en sorte que ça se bâtit assez rapidement. Au début, c'est beaucoup des ouvriers qui travaillent le long du chemin de fer. Donc, c'est des rudes gaillards, pas très instruits, des gens qui passent pas au crédit, mais des gens travaillants. Donc, souvent, c'est des maisons qui se fabriquent eux-mêmes avec des matériaux qu'ils récupèrent le long de la voie ferrée. À l'époque, il n'y a pas de container de métal. Donc, tout transite dans des grosses boîtes de bois. C'est du bon bois. C'est des planches à peu près 3 pouces et quart. Ils récupèrent ce bois-là. Ils font des quarts de maison. Ce qu'on appelle aujourd'hui les shoes box. Les shoes box, en général, ils ont été faites par des ouvriers qui travaillaient le long de la voie ferrée, qui ont bâti eux-mêmes leur maison. Puis, souvent, au début, ils mettaient du papier brique ou whatever. Le recouvrement de briques venait avec le succès des gens et puis leurs revenus. Puis donc, c'est des gens, des ouvriers, des travaillants. Puis ça s'est quand même urbanisé assez rapidement, en fait très très rapidement. On peut voir des photos d'époque avec un triplex 3 étages qui est pratiquement en plein milieu des champs. Ça a l'air un peu saugrenu, mais il faut comprendre que quelques années après, toute la rue était déjà bâtie. Et contrairement à d'autres quartiers où c'était des promoteurs qui faisaient du copier-coller, là on est vraiment dans un quartier où la plupart des maisons se sont bâties un peu toutes différentes au goût du jour de chaque ouvrier avec les matériaux qu'ils trouvaient. Donc, après ça, le quartier s'est vraiment développé autour de la paroisse Saint-Édouard, l'église Saint-Édouard, qui est la rue Beaubien, et puis la rue Saint-Denis. Les institutions sont mises autour, les écoles, les cliniques, les docteurs, les notables. La rue Saint-Denis et la rue Christophe-Colomb, c'était la rue des notables. Hein. On regarde beaucoup les maisons, c'est des très beaux triplex avec des vitraux, des salons doubles, des boiseries. Est-ce que le terme « petite patrie » vient de là? Je le sais pas, en fait. Il faudrait demander à Claude Jasmin, mais il y avait quelque chose d'un petit peu prestigieux d'habiter ces quartiers-là, parce que souvent les gens qui y habitaient quittaient les quartiers ouvriers du bas de la ville qui avaient été bâtis à une autre époque. Puis c'était des logements modernes pour l'époque, avec les salles de bain intégrées. Donc, c'était un avancement. C'est un peu comme aujourd'hui à l'habitat à Brossard dans des gros quartiers, pour certaines personnes. Donc, on est pas mal rendu là. Le quartier finit de se développer aux alentours des années 30, puis la Grande Dépression arrive. On fait des grands travaux, on en profite pour faire souvent les viaducs pour passer sous la voie ferrée, parce qu'il faut penser qu'avant les viaducs, c'était des passages à niveau avec la petite barrière qui ding ding ding, puis il faut attendre. C'était correct avant l'arrivée de l'automobile, mais avec l'arrivée de l'automobile, ça commence à poser problème. Donc, on en profite pour faire les viaducs de la rue Papineau, Christophe-Colomb, Saint-Denis, et j'en passe, en fait, tous ceux qu'on connaît aujourd'hui. Puis, on fait, bon, évidemment, le marché Jean Talon, des casernes, on fait plein de petites affaires. À la même époque aussi, on fait beaucoup de théâtre et de cinéma. C'est la grande mode, il n'y a pas Internet, donc les gens découvrent le monde à travers le cinéma. On fait le cinéma Beaubien, le Plaza, le Théâtre Plaza aujourd'hui sur la rue Saint-Hubert, ben en fait, c'était un théâtre et un cinéma. Et puis, il y en avait plusieurs comme ça faisait partie du développement. Puis le fameux théâtre Le Château, le cinéma Le Château sur la rue Saint-Denis, qui est comme, aujourd'hui je pense que c'est rendu une église, mais pour avoir déjà été à l'intérieur, c'est quand même, je ne vais pas dire un chef-d'œuvre d'architecture, mais pour l'époque, dans ce secteur-là, c'était quand même prestigieux d'avoir ça. Donc, c'est pas mal ce qu'on pourrait dire autour de l'âge d'or de Saint-Édouard. Après ça, le quartier devient un autre quartier de Montréal. On n'est plus la fin de la ville parce que Villeray se développe, d'autres quartiers se développent. L'avantage, c'est d'être central dans la ville de Montréal. Puis, je vous dirais, l'axe qui va surtout en profiter, c'est la rue Saint-Hubert. Tout le monde connaît la Plaza Saint-Hubert aujourd'hui. Est connue pour sa marquise, le fait qu'elle a déjà été un peu très connue. En fait, la plupart des gens peut-être le savent pas, mais je pense que c'est un fait connu, c'est que la rue Saint-Hubert, à une certaine époque, à son âge d'or, au tournant des années 50, c'est la deuxième rue la plus commerciale au Canada. À Montréal, mais au Canada. Après la rue Sainte-Catherine, la plupart des activités commerciales transitent sur la rue Saint-Hubert. Qu'est-ce qui explique le succès de la rue Saint-Hubert? Plusieurs facteurs, principalement au début de la paroisse de Saint-Édouard, la rue Saint-Hubert
est privilégiée du fait d'être dans l'axe nord-sud. C'est une rue qui se poursuit du plateau Mont-Royal, donc c'est une rue qui part du fleuve, qui monte. Il y a le tramway qui passe. Donc assez rapidement, même si au début c'est une rue résidentielle, très rapidement il y a une vocation commerciale qui est amplifiée, qui fait en sorte qu'au tournant des années 50, au milieu des années 50, ça devient la première, c'est pas une SDC comme on connaît aujourd'hui, mais la première organisation commerciale des commerçants de la rue Saint-Hubert qui, eux, voient venir les centres d'achat comme une menace. Ils essaient de faire en sorte de garder l'attention qu'ils ont réussi à avoir, qui est explicable parce que pour la plupart des Montréalais, partir du nord de la ville pour aller sur la rue Sainte-Catherine, c'était avant le métro, avant le système d'autoroute, c'était un petit peu compliqué. Donc, ça faisait l'affaire de tout le monde d'aller sur la rue Saint-Hubert, qui était comme pas mal centrale sur l'île de Montréal. Les gens de Laval partaient, les gens de Terrebonne, ils partaient, puis ils venaient sur la rue Saint-Hubert magasiner des choses exotiques, parce qu'oublions pas aussi que Saint-Édouard, même si une partie qui fait pas partie de Saint-Édouard, c'est la petite Italie, mais Saint-Édouard, ça reste quand même beaucoup de Canadiens français qui venaient des campagnes, qui venaient du bas de la ville, mais beaucoup d'immigrants ukrainiens, irlandais, écossais, italiens évidemment, puis par la suite vietnamiens, espagnols. Ça a tout le temps été comme un espèce de terreau fertile pour les rencontres culturelles. Donc très tôt, la rue Saint-Hubert, c'était un peu comme la rue Saint-Laurent dans le bas de la ville. Ça offrait des produits nouveaux aux gens du Nord qui se déplaçaient. Puis, dans les années 50, les commerçants ont voulu se mettre ensemble pour contrer les centres d'achat. Et puis, ils ont fait des mesures qui étaient quand même, bon, peut-être questionnables aujourd'hui, mais à l'époque, ça faisait du sens. Ils ont acheté des duplex sur les rues adjacentes. Et ils ont détruit les duplex. Ils ont fait des stationnements. En fait, c'est ça. Ils ont détruit les duplex des rues adjacentes. Ils ont fait des stationnements. Ils ont même fait des passages piétonniers pour passer directement au commerce. Les grosses enseignes au néon et tout, c'était pour attirer le monde. Puis l'arrivée de la marquise dans les années 80, mais c'était un peu une continuation de cet esprit-là de on va être un centre d'achat. Même à l'époque, ils ont parlé de faire, comme le Mail Saint-Roch à Québec, de recouvrir la rue complètement avec un toit et puis d'en faire un centre d'achat. Ça n'a pas marché, ce qui est une bonne chose parce que si on voit ce que ça a fait à Québec, c'était pas une belle expérience. La marquise des années 80, pour certains, c'était une laideur. Moi, pour avoir grandi avec, j'ai tout le temps pris ça comme un fait acquis. Pas très joli, mais tout de même pratique. Plus pratique que la nouvelle, pour les raisons que vous savez, que vous avez pu voir dans la capsule dans ta pipe. Mais bref, la Plaza Saint-Hubert, c'est un incontournable de la petite patrie. Aujourd'hui, est-ce que c'est aussi pertinent que ça l'a déjà été? Probablement pas. Mais pour les gens qui habitent le quartier, c'est quand même le fun d'avoir tous les services assez proches. Puis même encore aujourd'hui, il y a certains magasins forts qui font en sorte qu'on peut se déplacer d'ailleurs en ville pour aller là. Je pense notamment à Lozo. Je pense à quelques petites boutiques spécialisées dans certains domaines que ça attire quand même beaucoup de monde. Mais cela dit, le défi de la rue Saint-Hubert, c'est un peu le défi de la plupart des rues commerçantes de la ville de Montréal et je dirais de la plupart des villes du monde, c'est faire concurrence à Amazon, faire concurrence aux centres d'achat, aux outlets, aux Costco. Donc, on verra dans l'avenir ce que ça dira. Malgré tout, on peut saluer les aménagements urbains qu'ils ont faits. Pas à mon goût personnel, si je me fie au feedback, pas au goût personnel de grand monde, mais je pense que tout ce qui est nouveau sur le coup, ça choque un peu. Il faudra en reparler dans 10, 15, 20 ans, comment que ça l'a vieilli, comment les Montréalais se sont appropriés. Mais en gros, c'est ça. On pourrait dire que la rue Saint-Hubert, ça reste la vitrine de la petite patrie. Puis sur ça, j'invite tout le monde à écouter au moins un épisode de la série La Petite Patrie, qui sont tous sur YouTube gratuits. Ça donne une bonne idée de l'esprit du quartier dans les années 40, un peu à son âge d'or, où à l'époque, les gens sortaient rarement des limites du quartier parce que la vie se limitait à travailler, aller à l'église, puis ça se résumait pas mal rien qu'à ça. Et puis, j'ai vu souvent dans les commentaires des capsules que les gens veulent savoir quel livre lire pour avoir plus d'informations à propos des capsules. Moi, en fait, la plupart de l'information que je puise, évidemment sur Internet, mais beaucoup dans des livres. Et il y a un livre en particulier qui est comme la Bible, si on veut. Ça s'appelle Pignon sur rue. C'est une vieille édition. C'est un livre qui est dur à trouver. Ça fait peut-être 10-15 ans que ça se fait plus en format neuf. Celui-là, je l'ai trouvé sur Internet
pas sur eBay, mais peut-être Kijiji, je me souviens plus. En fait, si vous êtes capable de mettre la main sur une version usagée, je vous le souhaite vraiment. C'est vraiment, tout c'est très complet. Sinon, ben, suivez les capsules dans ta pipe et puis dès le printemps, on va être sur le terrain, on va en faire d'autres. Merci de nous suivre.